Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'information de TF1 où tous les journalistes et la technique se sont mobilisés avec l'aide des correspondants d'Europe 1 et de VSD pour vous donner le plus rapidement possible les résultats de ces élections cantonales 1985. Une différence de taille par rapport au premier soir, il n'y a pas d'estimation sauf reste TF1. Elle est tout simplement irréalisable puisque les désistements ayant joué dans chaque camp, il devient impossible de recueillir les pourcentages obtenus par chaque parti. Je vous conseille donc de rester avec nous, il y aura du suspense toute la soirée, au fur et à mesure de l'arrivée des résultats communiqués par nos envoyés spéciaux en province et ceux de l'AFP, l'agence France Presse. La campagne entre les deux tours a été marquée par la polémique autour de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Il s'agira de voir ce que sont devenus les 8% de voix obtenus au premier tour par l'extrême droite, de voir aussi si à gauche les désistements se sont bien faits, et tout cela sera mesuré par le nombre de départements qui auront basculé. Je vous rappelle qu'avant le premier tour, l'opposition dirigeait 59 départements et la gauche 36. Vous allez les apercevoir immédiatement sur la carte. En rouge, les départements maîtrisés par la gauche et en bleu, ceux dirigés par la droite. On votait aussi en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, mais en raison du décalage horaire, les résultats arriveront plus tard. Nous voici maintenant donc au deuxième tour. 20 départements, d'après les spécialistes politiques de TF1, sont susceptibles de basculer. Vous les voyez, ils sont en blanc sur la carte et je vous en donne la liste. Il y en a d'abord 7 qui reviendront pratiquement à coup sûr à la droite au vu des résultats du premier tour. Ce sont la Charente-Maritime, l'Eure-et-Loir, le Var, la Gironde, les Alpes de Haute-Provence, la Corrèze et l'Oise. Dans 6 autres, la situation sera difficile à retourner pour la gauche. Ce sont la Corse du Sud, la Dordogne, la Drôme, le Vaucluse, l'Isère et le territoire de Belfort. A l'inverse, un département peut basculer à gauche, il s'agit de l'Allier. Outre-mer, le scénario pourrait être le même en Guyane et à la Guadeloupe. Dans 6 autres départements, c'est la bouteille à l'encre. Il s'agit du Puy-de-Dôme, de l'Indre, du Val-de-Marne, du Nord, des Bouches-du-Rhône et du Tarn. Bien, il est maintenant 20h02. Arlette Chabot, les résultats commencent à arriver. On n'en a pas encore beaucoup, mais est-ce que déjà des départements ont basculé ? Écoutez, on peut dire effectivement qu'on a très peu de résultats pour l'instant. On peut dire que d'ores et déjà 2 départements ont basculé. D'abord, c'est la Corrèze, tout simplement parce qu'en fait l'opposition avait déjà, à l'occasion de 2 partiels, conquis ce département en 1983. C'est ça. Donc en fait, le président du Conseil général qui était communiste s'était maintenu, mais la Corrèze a d'ores et déjà de toute façon basculé. Il y a un résultat qu'on ne connaît pas, c'est Madame Jacques Chirac qui est candidate, Bernadette Chirac, on n'a pas encore les résultats. Et puis l'autre, le second département qui a de fait lui aussi basculé. C'est l'Oise. C'est l'Oise, exactement. Là aussi c'était ric-rac, il y avait un siège d'écart qui séparait la majorité de l'opposition. Un conseil général, un des conseillers avait changé d'étiquette. Donc on peut dire ce soir de toute façon que ces 2 départements sont de fait déjà tombés dans l'escarcelle de la droite. Bien, mais ça on pouvait déjà le dire au soir du premier tour, donc nous n'avons pas beaucoup avancé. Gérard Carrérou, vous recevez les petits papiers avec les résultats. Est-ce que vous pouvez déjà nous amorcer une tendance ? Écoutez, une tendance, c'est un bien grand mot, disons 2 indications fragmentaires, pour prendre un mot à la mode, 2 frémissements. À gauche, il semble, d'après ces premiers résultats, que les choses ne vont pas aussi mal que prévu, aussi mal que certains socialistes ou communistes le redoutaient, en tout cas en ce qui concerne les désistements. Je prendrai simplement 2 exemples. L'élection de M. Pierre Bérégovoy, de justesse, certes, à 6 voix, mais M. Bérégovoy était pris un peu en sandwich, puisque finalement les candidats de l'opposition classique s'étaient désistés en faveur d'un divers gauche, donc ce qui aggravait les chances de danger contre le ministre. Le total de la droite était de 1697 voix, total de la gauche à l'issue du premier tour 1632 voix. M. Bérégovoy est élu de justesse, il a donc eu probablement toutes les voix communistes. Deuxième exemple, celui de Valence. Dans un canton de Valence, M. Pêche, le député socialiste, le député maire de Valence, est élu. Il a remonté son handicap qui était important à l'issue du premier tour, un handicap de 6 points. Là encore, il semble qu'il y a eu un bon report communiste sur le socialiste et qu'il ait manqué quelques voix qui s'étaient portées au premier tour sur le Front National aux candidats de l'opposition.
Cela dit, il faut quand même maintenir dans une dimension modérée ces reports à gauche, puisque, par exemple, M. Huard, le président radical de gauche du Conseil général d'Eure-et-Loir, est battu. Il avait 400 voix de retard, c'est vrai, à l'issue du premier tour, et cela entraîne que le département d'Eure-et-Loir passe à l'opposition. C'est le premier des départements qui passe à l'opposition. Gérard, vous êtes un observateur avisé de la vie politique, puisque j'ai là un résultat qui vient confirmer vos premières remarques. Il s'agit d'un sondage effectué par nos confrères de RTL et de FR3 avec l'IFOP, selon lequel la gauche progresserait de 1,5% par rapport au premier tour. C'est donc un résultat qui nous est communiqué par l'IFOP. Alors à droite, maintenant, si vous voulez, je remarque, là encore, c'est une toute première tendance qui peut être modifiée en cours de soirée. Il semble qu'il y ait quand même une dynamique unitaire, une dynamique d'union de la droite. Même quand, par exemple, le Front National se maintient, ses électeurs semblent voter massivement pour les candidats de la droite parlementaire. Et par contre, ce n'est pas le cas en sens inverse. Alors, 3 exemples. À Tourcoing Nord-Est, vous savez que le département du Nord est un des départements d'Est. À Tourcoing Nord-Est, le Front National s'était maintenu après son bon score du premier tour. Eh bien, le RPR est quand même élu en battant un sortant socialiste. À Roubaix Centre, le Front National se retire. Eh bien, l'électorat du Front National est bien allé vers le candidat du RPR qui est élu. Et à Roubaix-Est, par contre, le Front National était le candidat de la droite, le candidat du deuxième tour, eh bien c'est le Parti Socialiste qui est réélu. Alors il semble que cette dynamique unitaire de la droite marche bien quand il s'agit que les voix du Front National se portent vers un candidat de l'opposition parlementaire, mais qu'elle marche moins bien dans l'autre sens, c'est-à-dire des candidats de l'opposition parlementaire vers un candidat Front National. Alors là, nous pouvons emmener quelque chose de plus grâce à la Sofres avec laquelle nous avons effectivement réalisé un sondage entre les 2 tours. Il s'agit de 2 tableaux, si Jacques Asseline à la réalisation veut bien nous les montrer. Concernant les intentions de vote au second tour des électeurs communistes et des électeurs du Front National. Non, ça ce n'est pas le bon tableau, c'est celui des abstentions. Alors, selon le sondage réalisé par la Sofres mardi, mercredi et jeudi, en cas de duel entre un PS et l'opposition parlementaire, les électeurs communistes se reporteraient à 71% sur le candidat PS ou MRG. 7 d'entre eux voteraient pour l'opposition parlementaire et 22 se réfugieraient dans l'abstention. Voyons maintenant ce que normalement ont dû faire si ce sondage n'a pas été modifié par les dernières déclarations des hommes politiques pendant la semaine, les électeurs du Front National.